Bruno Ducoudray, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Alors, on s'est appelé aujourd'hui pour parler du dispositif de chômage partiel. Au moment où le gouvernement annonce qu'à partir du 1er juin, il laissera 15% de ce dispositif à la charge des employeurs, on souhaitait revenir sur ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots de quoi il s'agissait? Alors ce dispositif, il existe depuis une dizaine d'années et au moment du début du confinement, le gouvernement a été face à un énorme, problème qui a été que, des entreprises ont dû fermer, des salariés ne pouvaient plus aller travailler, étaient empêchés de travailler, parce que leur entreprise était fermée, parce qu'ils devaient garder leurs enfants, ils étaient confinés chez eux, ils ne pouvaient pas télétravailler et pour éviter, à la fois une trop forte chute des revenus des ménages et des salariés qui auraient pu être licenciés et éviter de trop fortes pertes des entreprises qui ne pouvaient plus, réaliser leur activité dans des conditions normales, et donc réduire leur masse salariale, le gouvernement a considérablement élargi les conditions d'accessibilité au chômage partiel. Un dispositif dit d'activité partielle parce que on peut, travailler, à quelques heures ou pas du tout ou, ou la plupart de la semaine, mais voilà, ça c'est à l'entreprise qui, ça donne une souplesse à l'entreprise pour organiser son travail et le temps de travail des salariés et lorsqu'elle n'utilise pas, ce temps de travail pour les salariés, elle leur verse une indemnité qui aujourd'hui est compensée, est prise en charge par l'État jusqu'à 4,5 SMIC pour 0,7 enfin pour 70 du salaire brut, quoi, pour résumer globalement. Et ça, c'est, tous les salariés qui sont, sous le coup du droit du travail, on va dire, sont éligibles à ce dispositif avec des modalités de calcul qui peuvent différer, selon certaines spécificités. Je pense au cadre, par exemple, voilà. Mais ça globalement, le dispositif est devenu très, très généreux par rapport à ce qu'il avait été, il y a 10 ans pendant la crise des subprimes et l'objectif vraiment c'était il était multiple cet objectif. À la fois donc ce que j'ai dit, de maintenir, les revenus des salariés pour éviter, les plans de licenciement, c'est-à-dire qu'on maintient le contrat de travail entre les salariés et l'entreprise, ça évite les plans de licenciement, l'indemnité permet de maintenir le revenu des ménages et ça permet à l'entreprise, d'éviter d'avoir à encaisser toute la perte. Parce qu'une entreprise qui ferme, c'est une entreprise qui doit verser ses salaires et aussi faire face à son coût du capital, le coût de ses locaux, de ses machines, et cetera. Là, le dispositif mis en place par l'État fait que, l'entreprise n'a plus, à porter le coût de la masse salariale. Alors il reste un coût pour l'entreprise, mais ce coût est quand même moins important, et ça permet d'éviter à très court terme, pendant la durée du confinement, des plans de licenciement massifs et des faillites et des restructurations. Alors, du coup, à ce stade, quel bilan peut-on tirer de ce dispositif? Alors ce dispositif, il a été largement utilisé par l'ensemble des entreprises. Alors il faut voir que la situation inédite, la rapidité avec laquelle les décisions étaient prises de mise en place du confinement, des fermetures, et cetera, a fait que, globalement, l'État et les entreprises n'étaient pas forcément prêtes à rentrer tout de suite dans le dispositif. Donc il y a eu des couacs, des problèmes pour, enregistrer les demandes d'autorisation, se connecter au site, et cetera. Donc c'était un ça a pu être compliqué au départ pour les entreprises, surtout pour les petites et moyennes entreprises qui n'avaient pas forcément, l'habitude de rentrer dans ce type de dispositif et qui n'avaient pas forcément les ressources à distance pour faire ces demandes-là. Mais globalement, le nombre d'entreprises qui a recouru au dispositif, qui a fait des demandes d'autorisation est considérable. On est à plus d'1 million d'entreprises qui ont fait des demandes, plus de 12 millions de salariés couverts et beaucoup de TPE, PME ont finalement réussi à faire leur demande d'autorisation. Et tout ça parce que l'entreprise a aussi assoupli vraiment les contraintes administratives, c'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, la demande était automatiquement accordée, et les contrôles interviendront plus tard. Donc voilà,
vraiment toute la souplesse a été mise en place pour que les entreprises puissent y recourir et in fine, on voit qu'au bout de plusieurs semaines, la montée en charge a eu lieu et les problèmes qu'ont pu rencontrer un certain nombre d'entreprises ont pu, pour la plupart, à mon avis, être levés. Et il faut bien savoir que les entreprises ont jusqu'à 1 an pour faire leur demande d'indemnisation, hein. Donc, il y a quand même beaucoup de temps qui est laissé aux entreprises pour bénéficier du dispositif à partir du moment où elles ont fait une demande d'autorisation. Donc les TPE, par exemple, ou les petites PME qui n'ont pas de service dédié, à ce type de démarche, ont encore le temps, de réagir? Alors elles ont dû le faire pour les demandes d'autorisation pour mars et avril, ont dû être faites. Je pense que pour mai, elles peuvent encore demander. Les demandes d'indemnisation arrivent une fois que la période est passée. Donc aujourd'hui, on est au mois de mai, on est sur des demandes d'indemnisation de mars et avril, puisque là, les périodes de chômage partiel ont eu lieu ou pas par rapport aux demandes d'autorisation. Et pour ces mars et avril, les entreprises ont encore plusieurs mois pour déposer leur demande d'indemnisation, si elles ont recouru effectivement au dispositif d'activité partielle. Donc voilà, on a eu une montée en charge qui a pu être un peu difficile, mais globalement, le dispositif, les entreprises s'en sont vraiment saisies et elles s'en sont d'autant plus saisies que quand on regarde entre les demandes d'autorisation d'un côté et les demandes d'indemnisation de l'autre, donc on voit que les entreprises ont globalement demandé énormément d'heures parce qu'elles étaient dans une grande incertitude et elles n'ont pas utilisé, toutes les heures, qu'elles avaient demandées en autorisation parce que, bah, voilà, ce dispositif, il est très souple pour les entreprises. Elles peuvent dire, bah, la semaine prochaine à tel salarié, tu vas travailler tel jour ou de telle heure à telle heure et puis de tel jour tu seras en chômage partiel ou sur telle période tu travailleras pas. Une grande incertitude et elles n'ont pas utilisé, toutes les heures, qu'elles avaient demandées en autorisation parce que, bah, voilà, ce dispositif, il est très souple pour les entreprises. Elles peuvent dire, bah, la semaine prochaine à tel salarié, tu vas travailler tel jour ou de telle heure à telle heure et puis de tel jour tu seras en chômage partiel ou sur telle période tu travailleras pas et tout ça doit être normalement ensuite indiqué sur les fiches de paye. Là encore avec un délai pour laisser aux entreprises le temps de s'adapter, mais donc voilà, il y a une grande souplesse ça laisse une grande souplesse à l'entreprise pour organiser le temps de travail en fonction de son activité pendant la période du confinement. Alors vous dites que donc, toutes les entreprises n'ont pas forcément utilisé, tout leur volume d'heures, possible, et pourtant, sur les réseaux sociaux et dans les médias, on a également, vu, des témoignages de salariés, expliquant que, beh, ils étaient en chômage partiel et qu'on leur demandait, quand même, de travailler et notamment, en télétravail. Alors il y a 2 choses qu'on peut voir au niveau de l'ensemble de l'économie, c'est, alors l'INSEE nous donne maintenant des chiffres assez précis sur, les effets du confinement sur l'activité économique, assez détaillés, selon les branches d'activité et on a aussi les demandes d'indemnisation maintenant par branche et donc on peut recouper si vous voulez pour voir, bah, globalement, on s'attend à ce que là où l'activité a le plus fortement freiné, les demandes d'indemnisation soient les plus élevées et globalement quand on regarde, au niveau de l'ensemble de l'économie et des grandes branches, on voit pas pour le moment de gros écarts, mais ça veut pas dire qu'au niveau de certaines entreprises, au niveau de certains services, il y ait pas eu des abus. Alors il a pu y avoir des abus de bonne foi, c'est-à-dire des entreprises qui, ne sachant pas trop comment le dispositif s'organise, n'avaient pas, forcément prévu, pour leurs télétravailleurs, par exemple, des relevés d'heures, à indiquer quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on peut se connecter, envoyer des mails et puis les périodes où vraiment on est en déconnexion et là on est en chômage partiel. Donc tout ça a pu prendre aussi un peu de temps à se mettre en place. Et puis il y a pu y avoir des entreprises qui effectivement ont pu essayer de, je dirais, profiter du dispositif pour gagner sur tous les tableaux, c'est-à-dire bah, continuer à faire travailler leurs salariés sans que ça leur coûte rien. Et là, par contre, alors elles peuvent se dire qu'elles ont peu de chances de se faire contrôler parce que vu la masse des demandes qu'il y a eu, on peut bien sûr imaginer que l'administration ne pourra pas contrôler toutes les entreprises. Maintenant, je connais pas, effectivement les procédures de contrôle qui seront mises en place,
Mais en tout cas, c'est un gros risque pour les entreprises de se faire rattraper, là-dessus parce que, bien sûr, elles devront rembourser les aides, mais aussi ça, les exclut d'un certain nombre de dispositifs pour les années qui viennent et ça les exclurait, hein, si elles étaient contrôlées et prises la main dans le sac et il pourrait y avoir des poursuites effectivement, donc c'est assez dangereux, mais il est tout à fait possible que ce soit arrivé et les témoignages effectivement sur les réseaux sociaux, dans les médias indiquent que c'est très probablement arrivé. Alors du coup, au final, au bilan, quand même, vous diriez que ce dispositif a permis de sauver de l'emploi, de nous sauver d'une crise, économique importante? Ça a joué son rôle de d'amortisseur social? Alors pendant le confinement, il est à mon sens, évident que le dispositif a évité des plans de enfin des licenciements massifs ou qui seraient intervenus très rapidement, quand on voit, en comparaison ce qui peut se passer aux États-Unis. Alors les États-Unis, c'est, vraiment un peu l'opposé du marché du travail français. On a un marché du travail très flexible, les salariés peuvent se retrouver au chômage du jour au lendemain et globalement aux États-Unis, il n'existe pas ou très peu de dispositifs équivalents à l'activité partielle et les entreprises y recourent pas. Donc les entreprises préfèrent aux États-Unis, mobiliser ce qu'on appelle les outils de flexibilité externe. Donc on ajuste la main-d'œuvre, dont on a besoin, en licenciant ou en embauchant et là, elles ont massivement licencié. On a eu, plus de 30 millions de demandes d'indemnisation au chômage en quelques semaines, entre mars et avril. Enfin l'ajustement sur le marché du travail américain, il a été vraiment très, très brutal et ce qu'on a fait en France, en s'inspirant de ce qu'avait fait l'Allemagne, pendant la grande crise financière, à la fin des années 2000 et ben, ça a été fait vraiment pour éviter, ce schéma-là et à mon sens, aujourd'hui, quand on regarde les données en dur, les premiers indicateurs sur les inscriptions à Pôle emploi, on voit que, on n'a pas assisté à une explosion du chômage comme on a pu y assister aux États-Unis. Donc là-dessus, le dispositif a joué son rôle. Après, ça ne veut pas dire qu'il a protégé tout le monde. Alors voilà, ça m'amène à ma dernière question, c'est-à-dire quels sont, les personnels qui ont été, laissés en marge de ce dispositif? Quels sont les oubliés? Parler d'oublier, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que disons qu'il y a des personnes qui rentrent pas dans le dispositif, et pour lesquelles, l'État a essayé de mettre en place d'autres types de compensations. Alors après, on peut juger est-ce que ces compensations sont à la hauteur ou pas ou équivalentes aux protections qui ont été accordées aux salariés, qui ont pu bénéficier du chômage partiel. Mais, globalement, tous les contrats courts, toutes les personnes en CDD, de moins d'un mois, des personnes qui, font des allers-retours entre, des CDD de quelques jours, et les allocations chômage, par exemple. Ça s'est bien vu dans les chiffres de Pôle emploi que tout d'un coup, ces personnes-là n'exerçaient plus de petits boulots, se retrouvaient inscrites en catégorie A, et n'ont pas été mises au chômage partiel. On a également, eu un effondrement du marché de l'intérim. Alors, il y a pu y avoir, pour des missions d'intérim assez longues, des personnes qui ont été en chômage partiel, mais pour des missions d'intérim très courtes, parce que souvent c'est quelques jours ou quelques semaines, des personnes qui se sont retrouvées sans mission et là aussi, qui ont dû aller s'inscrire à Pôle emploi. Alors, pour ces personnes-là, il y a eu quelques, aménagements, on va dire, pour les intermittents du spectacle, par exemple, les droits, les aménagements ont été faits à la mi-2021 pour essayer de faire en sorte enfin d'assouplir les contraintes. On a eu aussi un report d'un certain nombre de mesures qui devaient entrer en vigueur au 1er avril, liées à la réforme de l'assurance chômage qui entrait, enfin qui a été décidée l'année dernière. Mais tout ça, globalement, ne permet pas de couvrir tout le monde, et ne permet pas de couvrir tout le monde à la hauteur
de la protection du chômage partiel. Parce que vous avez, un, vous perdez votre emploi, 2, il faut avoir droit, à l'assurance chômage, il faut avoir cotisé un certain nombre il faut travailler un certain nombre de mois, donc suffisamment longtemps. Or ça, c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense notamment aux jeunes qui font des petits boulots, qui en ont besoin, mais qui n'ont pas forcément, travaillé suffisamment, cotisé suffisamment pour avoir droit à l'assurance chômage. Et donc là, on a mis des personnes, sachant que, ce critère-là avait été durci l'année dernière et ça n'a pas été enlevé, avec le confinement. Donc on a eu, je dirais, bah, une réforme de l'assurance chômage, qui était faite pour faire des économies à un moment où l'économie allait mieux et puis, bah, on a gardé une partie de ces règles à un moment où, bah, l'économie va pas du tout bien et donc voilà, j'ai envie enfin, on peut dire que quelque part toutes les personnes qui sont, déjà sur des statuts précaires, bah, elles ont vraiment plus encaissé le coût de la crise, en se retrouvant au chômage, pas forcément indemnisées, au RSA, voire rien du tout pour les moins de 25 ans. Et puis, il y a les indépendants. Alors les indépendants, on en parle beaucoup moins parce que c'est une population assez hétérogène, des chefs d'entreprise, des médecins, mais aussi des livreurs Deliveroo, des chauffeurs Uber et cetera. Et donc là, on a des patrons de restaurants, par exemple, hein, et on a une population donc assez hétérogène et qui a aussi souffert de la crise et là, l'État a mis en place un fonds de solidarité. Donc ce fonds de solidarité, il permet d'encaisser une perte jusqu'à 1 500 € sur un mois, mais il est capé. C'est-à-dire que, bah, globalement, pour des petites entreprises, mais avec des chiffres d'affaires un peu plus élevés, bah, là, vous aviez finalement pour ces entreprises-là, peut-être, pas suffisamment d'aide et c'est là où on va voir dans les semaines et les mois qui viennent, que de quelle manière a souffert le tissu des TPE-PME, pour toute cette part finalement du coût, qui a dû être absorbé par les entreprises. Donc pas le chômage partiel puisque ça l'État indemnise, mais finalement les pertes subies par les TPE-PME en termes de coût du capital et qui n'ont pas, été et pour lesquelles elles n'ont pas pu bénéficier d'une aide, soit du fonds de solidarité, soit de prêts garantis, auprès de leur banque. Là, on risque, d'avoir dans les semaines et les mois qui viennent, voilà, des entreprises qui, se mettent en faillite ou avec des défauts de paiement, des restructurations et c'est là finalement que l'État va devoir certainement intervenir et proposer d'autres dispositifs dans les jours et les semaines qui viennent. Entendu, merci beaucoup Bruno Ducoudray et ben, on se retrouve, dans 6 mois pour un prochain bilan. Merci à vous, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci, au Merci. revoir.